L'Empire soviétique contre-attaque et on se fait traiter de crétin. On va lire la tribune de Laurent Geoffrin. Vous allez voir, c'est assez drôle vous allez voir, c'est assez marrant quand on va voir qui est ce Laurent Geoffrin. Nicolas Quipet est un crétin d'extrême droite, donc il a dressé notre portrait parce que je me considère comme un Nicolas, plus un Nicolas de papier, mais en tout cas un Nicolas de culture, de tradition. Un Nicolas qui a brisé ses chaînes, certes, mais qui reste solidaire. Des Nicolas qui n'ont pas pu se sauver ou qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas se sauver. Et je considère par ailleurs qu'aucun Nicolas dans le monde ne sera tranquille tant qu'on n'aura pas renversé le régime français pour mettre à la place quelque chose de plus libéral, quelque chose de plus respectueux de la création de valeur, de l'esprit d'entreprise. Donc on va voir cette tribune et je vous dirai si je me reconnais dans ce portrait, mais d'abord on resitue ça dans le contexte du mouvement des Nicolas. Le mouvement des Nicolas, c'est ce qui apporte un tout petit peu d'espoir sur la situation française parce que c'est bien. Vous avez la presse qui commence à en parler. Parti d'un compte X anonyme baptisé Nicolas Quipet, la révolte des jeunes actifs gronde. Les Nicolas ne veulent plus payer pour les autres, leurs aînés, mais aussi ceux qui abusent de la générosité du modèle social français. À la base, Nicolas Quipet, c'est un mème qui vient du compte Twitter Bully. Et c'est juste que dans ce contrat social, celui qui se fait entuber s'appelle Nicolas. Et Nicolas, peut-être qu'il a plus 30 ans aujourd'hui, il a plutôt 40, j'imagine, ou en tout cas il est entre 35 et 40, vu la date à laquelle ce mème a été lancé. Mais donc le Figaro en parle, vous avez les médias non alignés qui en parlent également, vous avez des éditos qui sont assez sympathiques à l'égard de Nicolas. Il a 32 ans, un CDI, une fiche de paie bien remplie et la mère impression d'être le dindon ou plutôt le pigeon du système. Il ne fraude pas, il ne triche pas, il ne réclame rien, il paye pour les autres, pour tout le monde, tout le temps et de plus en plus. Bienvenue dans la peau du français moyen version 2025. Une France qui se lève tôt, rentre tard et regarde son salaire s'évaporer entre impôts, cotisations et taxes en cascade. Lui, c'est Nicolas Quipet, pas un homme réel bien sûr, mais un personnage inventé sur les réseaux sociaux, un avatar, une caricature, devenu en quelques semaines le porte-voix d'un ras-le-bol générationnel. Un prénom banal devenu slogan, un compte anonyme devenu exutoire parce qu'il dit tout haut ce que des milliers de jeunes actifs pensent en silence. Et voilà, donc là on a plutôt le portrait qui est sympathique, et puis on a également le portrait à charge. Et d'où vient le portrait à charge? Il vient de la gauche, ça on s'y attendait, mais il vient également des journalistes officiels, c'est-à-dire les journalistes du système, parce que quand on regarde Nicolas Geoffrin, c'est quoi? C'est Libération et c'est le Nouvel Obs. Donc c'est-à-dire qu'on fait partie de ces gens qui ont passé une vie dans des journaux qui ne marchaient pas, dans des journaux qui ne se vendaient pas, mais par contre dans des journaux qui touchent énormément de subventions. Donc ça veut dire qu'on est exactement sur le genre de profil qui me fait de la concurrence déloyale, c'est-à-dire qu'on est dans le même business, le business de l'information, même si moi je ne fais pas que de l'information, je fais aussi de la formation, parce que je suis avant tout un pédagogue, mais en tout cas la concurrence est déloyale, parce que ce sont les gens comme moi qui doivent payer pour les gens comme eux, alors qu'on fait le même métier. Il y en a certains qui le font de façon rentable, efficace et en répondant aux besoins du public, et il y en a d'autres qui gavent le public comme une oie sans se préoccuper de leurs besoins. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont financés par les créateurs de contenu honnêtes et par les créateurs de contenu qui sont au service du public. Donc ça c'est pour le profil de ce Laurent Geoffrin, et puis maintenant on va regarder. Alors, figure virtuelle de la droite identitaire, incarnant le cadre sub-trentenaire et français de souche, soi-disant étranglé par le fisc. Vraiment, par dire soi-disant étranglé par le fisc, tu vois que le mec n'a jamais dû gérer une boîte, que le gars n'a jamais eu la moindre responsabilité et que le gars n'a jamais payé d'impôts avec son vrai argent, parce que dire soi-disant étranglé par le fisc, il faut être vraiment complètement délirant. C'est surtout un affabulateur qui ne comprend rien au fonctionnement de l'État-providence. Non mais c'est justement parce qu'on a très bien compris, on a très bien compris le fonctionnement de l'État-providence, c'est pour ça qu'on ne veut plus de ce scam communiste. Quoi d'autre? Figure virtuelle de la droite identitaire. Moi je me considère pas du tout comme un identitaire, moi je me considère comme un Français, je suis fier de ma culture, je suis fier de mon patrimoine, mais identitaire, pas spécialement. Je considère que le plus grand problème du pays est fiscal, mais après s'il y a des gens qui sont identitaires, libre à eux. Moi je ne suis pas un censeur
cadre sup trentenaire. Alors moi je suis plutôt en fin de trentaine et j'ai quand même réussi à échapper au truc de cadre sup parce que je suis un entrepreneur et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont des Nicolas en fait. Les gens qui, je sais pas moi, qui sont entrepreneurs dans le bâtiment, qui sont chauffagistes, qui sont électriciens, qui sont boulangers, tous ces gens je considère que ce sont des Nicolas, des gens qui malheureusement n'ont pas la chance de pouvoir, enfin si vous pouvez faire votre activité à l'étranger, hein, c'est délocalisable mais il y a peut-être plus d'enjeux pour délocaliser ce genre d'activité, c'est peut-être plus compliqué que mon activité et donc soutien à tous ces gens-là qui donc se font traiter de crétins. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un personnage fictif qui a gagné une certaine notoriété sur les réseaux sociaux par des posts sarcastiques et xénophobes. Voilà, donc c'est juste sarcastique et xénophobe. C'est ça qui me gêne en fait avec le système politique actuel, c'est que c'est la gauche qui a intérêt à tout ramener sur le terrain des valeurs et sur le terrain, si vous voulez, de c'est admissible, c'est pas admissible, c'est politiquement correct, c'est pas politiquement correct, parce que le cœur du discours de ce mouvement justement est économique. On a eu une droite et une gauche qui ont fait semblant de faire de la politique pendant des années, et là on a un mouvement dont la première revendication est économique et fiscale. On en a marre de payer pour un scam en fait, pour un scam au service de la gauche. Donc les posts ne sont pas sarcastiques et xénophobes, c'est pas la fonction de ces posts. Ces posts sont avant tout factuels sur le plan économique et fiscal. Dans une parabole poujadiste, Nicolas qui paye, dont la promotion est assurée par tous les sites d'extrême droite et maintenant par le Figaro, est un cadre entre deux âges au prénom bien français, supposément accablé d'impôts, voilà, on est supposément accablé d'impôts, qui voit son argent durement gagné bénéficier à toute une série de parasites subventionnés par l'État, c'est factuel, immigrés en situation irrégulière, chômeurs paresseux, fraudeurs aux aides sociales. Allez faire un tour sur Reddit, on va le faire ensemble pour mettre un petit peu de réel derrière ça. Voilà pourquoi on paye. Si vous voulez savoir pour qui Nicolas paye, bah voilà, allocation chômage plus partir en Espagne. Je viens d'avoir mes allocations de chômage et j'ai le droit à un an. Je me demandais si c'était possible que j'aille vivre dans des pays de l'UE type Espagne, Bulgarie, tout en faisant mes actualisations tous les mois. Donc comment on peut frauder le système? RSA et livret A. Bonjour, je lance une petite bouteille à la mer car je suis dans une situation précaire, blablabla. Je voudrais simplement savoir dans la case totale de l'argent placé qui compte PEL, livret A, LDD, est-ce que je dois mettre toutes mes épargnes, 26 000 € car j'ai lu et relu que les ressources prises en compte pour le RSA et le site des agents publics indiquent noir sur blanc, blablabla. Donc c'est des gens qui ne sont pas du tout dans une situation précaire parce que quand on a 26 000 € de côté, bah, ça veut dire qu'on s'est pas du tout fait matraquer fiscalement. Et toutes les questions qu'on se pose au cours de la journée, c'est comment est-ce que je peux avoir l'air assez fou, assez dégénéré pour pouvoir toucher des aides sociales alors que normalement je ne devrais pas en toucher. Pourquoi autant de gens veulent des responsabilités? C'est quoi votre délire, etc. Les couplets anti-travail, de toute façon on n'a pas besoin de bosser, c'est Nicolas qui paye. RSA et couple, donc voilà, comment toucher le RSA même si je suis logé par mon copain et que normalement j'aurais peut-être pas le droit aux aides, etc. Comment partir d'une rupture de période d'essai décidée par l'employeur et toucher les allocs, etc., etc. Donc c'est pour ça que Nicolas paye. Effectivement, notre argent bénéficie à toute une série de parasites subventionnés par l'État, c'est vrai. Au fil de ces billets numériques, Nicolas qui paye dresse la liste des prélèvements qui le frappent, une litanie interminable et déchirante. Donc ça veut dire que le gars n'a jamais été dans cette situation. Le gars se permet de nous donner des leçons de morale alors que le gars ne s'est jamais retrouvé à réaliser que de l'argent qu'il a gagné, une fois qu'on lui a arraché la TVA, une fois s'il est entrepreneur, qu'il a payé les cotisations patronales, une fois qu'il a payé les cotisations sociales et une fois qu'il a payé l'impôt sur le revenu et qu'il se fait rééclater par la TVA quand il dépense son argent, on est taxé à 70-80%. Le Figaro, compatissant, écrase une larme en notant que Nicolas ne pourra user de son argent pour lui-même qu'à la date du 17 juillet, la première partie de son année de travail étant consacrée au paiement de ses impôts. Ces arguments impressionneront peut-être le gogo qui lit Valeurs Actuelles, mais quiconque parcourt cette littérature réac notera que ce Nicolas soi-disant réduit à la misère par le fisc ne dit jamais mot des services rendus par cet état vampire. C'est faux, on parle que de ça. On n'arrête pas de pointer le fait que le rapport entre le prix et la qualité est complètement délirant. Pourquoi? Eh bien à cause des effets cumulés du communisme, c'est-à-dire que l'argent qu'on nous prélève ne sert pas à nous être rendu en service public, il sert à alimenter un état de plus en plus obèse et ses clients, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une dette qui ne cesse d'augmenter, avec une dépense publique qui ne cesse d'augmenter, et avec des impôts qui ne cessent d'augmenter. Nicolas qui paye est un cadre trentenaire, il a donc suivi des études plutôt longues, pour l'essentiel gratuites, c'est pas gratuit parce que c'est Nicolas qui paye, qui a payé sinon
l'État, c'est pas l'État qui a payé, c'est Nicolas. Rappelons que les universités et les grandes écoles sont majoritairement fréquentées par les enfants des classes supérieures, et en général, je pense qu'il y a beaucoup plus de Nicolas qui ont fait des études courtes du type des bacs plus 2, etc. Les bacs plus 5, c'est plutôt la France insoumise. Hein. On rappelle que c'est même un de leurs arguments, oui, regardez le niveau des gens qui votent RN, etc. Donc on peut pas à la fois dire que on est des imbéciles qui n'avons pas de diplôme et puis nous accuser d'avoir fait des études longues. Celles-ci donnent plus, certes, mais en matière d'éducation, elles reçoivent plus. Ça reste à prouver. Archétype sociologique, il habite par définition dans un quartier sûr où la police est présente et où les services publics sont facilement accessibles. Ces enfants vont à la crèche, à l'école maternelle, sont suivis par un médecin, sont soignés à l'hôpital s'ils sont malades. Qui paie sinon l'État prédateur? C'est pas l'État prédateur, c'est Nicolas qui paie. Enfin, c'est fou, hein. C'est-à-dire que le gars ne réalise pas qu'en face de tous les services dont lui bénéficie, il y a quelqu'un qui a payé 70% d'impôts. Donc c'est fou. Nicolas possède une voiture qui paye pour le réseau routier. Ouais, il a osé faire ça. Donc les impôts, c'est bien, sinon on n'aurait pas de route. Vous prenez n'importe quel pays beaucoup moins taxé que la France et vous avez un réseau de routes qui est bien meilleur. Nicolas peut choisir le train, mais qui a financé les investissements énormes exigés? C'est un énorme scam, le train. Le train, c'est la porte d'entrée du communisme. C'est quelque chose qui vide vos comptes en banque. Les gens qui ne fraudent pas, à savoir Nicolas, payent extrêmement cher et se retrouvent dans des trains qui sont souvent mal fréquentés. Et en plus, si on a le malheur de choisir le train comme mode de déplacement prioritaire, il y a plein de moments où on se retrouve bloqué à cause des grèves. Donc merci le train. Si par malheur Nicolas se retrouve au chômage, qui lui assurera une indemnité proportionnelle à son salaire pendant de nombreux mois? Les autres Nicolas, en fait, c'est ça le point. Et s'il est malade sur ses vieux jours, atteint d'une maladie très grave, coûteuse à l'assurance maladie, il ne déboursera pratiquement rien. En fait, on l'aura empêché de capitaliser et on leur a empêché de passer par un service privé. Et le service privé, quand vous êtes dans des pays où le service de santé est privé, vous réalisez assez vite que c'est beaucoup plus rapide d'avoir accès à des spécialistes et que ça vous coûte beaucoup moins cher si vous prenez l'ensemble de la chaîne, en fait. D'autant plus que vous pouvez passer par une assurance privée qui vous coûtera beaucoup moins cher. Qui paye sinon l'État-providence? Mais donc c'est complètement fou, en fait. C'est Nicolas l'État-providence. C'est nous qui apportons notre argent à tout ça, et donc lui, vu qu'il n'a jamais mis un centime de son argent, de l'argent qu'il aurait gagné honnêtement là-dedans, il considère que l'État-providence c'est une réalité. Bref, Nicolas fait comme si l'argent des impôts tombait dans un trou noir et mystérieux. Ça tombe dans un trou noir et mystérieux, mon gars. Hein. Tu regardes un truc très simple, pour 1 euro cotisé, on nous rendra quelque chose comme 20 centimes en retraite, alors que les gens de ton âge, pour 1 euro cotisé, on leur rend 1,50 € et la génération d'avant c'était 2 euros. Donc c'est un puits sans fond. Avec un remarquable courage, il réserve ses diatribes sarcastiques aux plus pauvres, les immigrés, les chômeurs, les petits salariés toujours malades, les bénéficiaires du RSA qui se tournent les pouces. C'est ça le problème, en fait. D'une part, on a des travailleurs pauvres parce qu'en France c'est beaucoup trop cher de payer bien les gens, ça c'est une première chose. Et par ailleurs, le problème des gens au RSA, c'est pas qu'ils sont précaires. Leur problème, c'est qu'ils doivent s'inventer une vie précaire pour pouvoir continuer à ne rien faire. Mais ils ont une vie qui est bien plus agréable que celle de Nicolas. Hein. Ils ont l'argent qui arrive sans rien faire, et leur seul stress, en fait, c'est qu'ils doivent une fois de temps en temps jouer au fou ou jouer au débile léger pour continuer d'avoir des subventions. Lesquelles, à travers la TVA, le premier impôt français, payent tout de même leur éco. Ah oui, d'accord, bravo. Donc super, on est hyper content que les gens payent la TVA, mais la TVA, ça coûte plus aux gens qui ont plus de moyens. Donc c'est un impôt qui frappe surtout les plus aisés. Il oublie de remarquer que les plus puissants, notamment les 1% les plus aisés, ont un taux d'impression, ça c'est une des plus grosses arnaques de la gauche, ont un taux d'imposition inférieur au sien et à la majorité des contribuables. C'est faux. En fait, si vous regardez en valeur absolue, les riches payent énormément d'impôts, et c'est en France que les riches payent le plus d'impôts, mais une fois qu'on a été capable de sortir du piège du communisme, effectivement, on peut avoir les effets cumulés qui marchent, et en pourcentage de notre patrimoine, la part d'impôt a tendance à diminuer. Mais pas un mot à ce sujet, ce serait une concession au partageux. Donc lui se considère comme un partageux, donc c'est-à-dire qu'un mec qui a passé toute sa vie à vivre des subventions se considère, quand il paye de faux impôts avec notre impôt, il se considère comme un partageux. Nicolas paye trop d'impôts,
impôts, on peut en discuter, mais avec un minimum de sérieux. On a vachement envie de discuter avec toi, t'as l'air hyper sérieux. L'efficacité des services publics est un thème légitime qui mérite un débat nuancé et précis. D'accord, ça fait depuis la Seconde Guerre mondiale qu'on a des débats nuancés et précis avec... Enfin, c'est même la Première Guerre mondiale. Hein. C'est à partir de la Première Guerre mondiale, quand il a fallu financer la guerre par les impôts de Nicolas, qu'on s'est retrouvé avec un système où les impôts n'ont cessé d'augmenter. Encore une fois, la logique est simple, c'est que les impôts servent avant tout à faire grossir l'État, et plus l'État grossit, plus il a besoin d'impôts. Les prélèvements peuvent être remis en question, ils sont souvent supérieurs à ceux que supportent les classes les plus riches, donc c'est toujours les mêmes vieilles mesures de gauche, hein. Si vous inquiétez pas, on va taper encore plus sur les autres, mais le problème c'est que les autres partent, ils partent, et donc on s'acharne toujours plus sur la classe moyenne, au lieu de baisser la dépense publique et de baisser les impôts. Si Nicolas paye plus d'impôts que les autres, c'est en vertu d'un principe adopté au début du XXe siècle, c'est ce principe qu'on veut remettre en cause, celui de l'impôt progressif, et qui prévoit que les revenus seront en proportion plus imposés pour les plus aisés, et c'est l'arnaque de base, c'est cette arnaque qui fait que c'est très difficile de s'enrichir en France, et cette arnaque qui fait que la France est un pays qui encourage l'échec et qui sanctionne la réussite. N'est-ce pas ce principe au fond qui gêne Nicolas? Absolument, moi je suis tout à fait d'accord, il faut absolument revenir là-dessus, il faudrait revenir, si on l'écoute, aux systèmes fiscaux du 19e siècle, absolument, et c'est pas du tout inégalitaire, c'est juste beaucoup plus méritocratique, et en plus, outre le problème fiscal, ce qu'on voit bien dans nos États, c'est qu'en plus on commence à avoir un acharnement au niveau de nos libertés. Nos libertés sont de plus en plus menacées, vous avez ce nouveau délire où l'État va payer des associations déjà subventionnées pour qu'elles embauchent des gens pour scruter ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, donc il y a en plus ça, c'est que avant, au 19e siècle, on nous foutait beaucoup plus la paix. Aujourd'hui, on est traqué en plus d'être taxé. Telle est l'idée d'une extrême droite qui prétend défendre le peuple et ne cherche qu'à favoriser les puissants. Non, non, on s'en fout complètement des puissants, on veut juste se favoriser nous-mêmes. Voilà donc pour cette lecture de Laurent Geoffrin qu'on ne félicite pas. Malheureusement, j'ai bien peur que ce soit ce courant qui finisse par gagner parce qu'ils sont très puissants, et quand on voit Enfin voilà, moi, des fois, je vous avoue que ça me déprime un petit peu. Quand vous voyez des titres comme ça par le Figaro, la baisse des prélèvements obligatoires depuis 2017 serait responsable de la hausse du déficit public selon l'OFCE. Donc on apprend qu'il y a eu une baisse des prélèvements obligatoires depuis 2017, donc on est vachement content de l'apprendre, et surtout on apprend que c'est pas du tout un problème de dépenses publiques, quoi. On ne touche pas la dépense publique, on va continuer à augmenter les impôts, enfin c'est tel que c'est parti. De toute façon, on a une voie royale pour que l'État français continue de s'enfoncer dans de plus en plus de restrictions de liberté, dans de plus en plus de taxes et d'impôts, et c'est pour ça que je vous conseille vivement de commencer à penser un petit peu en termes de souveraineté monétaire, de souveraineté financière et de souveraineté numérique, pour pouvoir commencer à vous protéger de toutes les attaques sur votre patrimoine, mais également des attaques sur votre liberté. C'est des sujets dont on parle sur la page Patreon, allez-y, et je vous ai également créé un nouveau guide que vous pourrez télécharger gratuitement avec plein d'outils que vous pouvez commencer à utiliser et que je vous conseille de commencer à utiliser, notamment avant qu'on en vienne à l'euro numérique. Premier lien sous cette vidéo, et vraiment c'est un document qui va vous paraître assez dense parce qu'il y a 9 outils que je vous présente. Commencez à vous exercer à utiliser ces outils, et je pense que vous ferez partie des gens qui pourront avoir quelques pistes de sortie quand la situation va vraiment dégénérer. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.